Dans cet atelier, nous allons apprendre à manipuler une écriture, un certain type d'écriture qui permet de faire des comparaisons de groupes. Et là, on touche au cœur de ce qui est représenté dans cette partie, qui s'appelle modèle de groupe. C'est vraiment le chapitre que nous sommes en train de traiter, les modèles de groupe spécifiquement binomiaux. Et nous allons utiliser l'écriture suivante. Vous allez le voir que cette écriture, elle va nous permettre de poser des hypothèses psychologiques très précises et de les traduire de manière statistique dans le langage, si je puis dire, des modèles binomiaux. Ici, puisque nous avons trois groupes dans l'étude de l'efficacité des psychothérapies pour le traitement de l'anorexie, on va donner des numéros à trois probabilités sous-jacentes, pi1, pi2, pi3. Vous les avez ici dans la dernière colonne de ce tableau que je vais détailler maintenant. Pi1, pi2, pi3, qu'est-ce que c'est? Ce sont les probabilités de reprendre du poids dans chacune des trois conditions distinguées, c'est-à-dire la condition contrôle, la condition TCC et la condition thérapie familiale. Et puis, lorsqu'on va vouloir traduire des hypothèses qui stipulent qu'il n'y a pas de différence entre deux conditions particulières, eh bien, nous allons fusionner les numéros de groupe. Par exemple, si je pense que la condition 1 et la condition 2 ne se distinguent pas en termes de probabilité de reprise de poids, autrement dit, pi1 égale pi2, ce serait la même probabilité de reprendre du poids dans la condition contrôle et dans la condition TCC. Du coup, dans cette hypothèse, il n'y a plus lieu de distinguer deux symboles différents de probabilité. Nous allons produire une écriture pour un symbole unique de probabilité qui s'appellera pi1,2. Pi1,2, on lira ça comme ça, pi1,2. Pi1,2, c'est ce qui nous servira à dire la probabilité du groupe 1 et du groupe 2 est exactement la même et pour le coup, on utilise un symbole unique pour pouvoir désigner cette probabilité. C'est ce que vous trouvez ici dans la colonne numéro 3 de ce tableau. Pi1,2, Pi1,2, Pi3 correspond à ce scénario où les deux premières probabilités sont non distinguées. Vous notez au passage que ça vient traduire une hypothèse forte sur l'efficacité de la TCC. Si c'est la même probabilité quand vous ne mettez pas de thérapie cognitive comportementale et quand vous en mettez, ça signifierait tout simplement que les TCC n'apportent pas de plus-value dans l'accompagnement de l'anorexie et par conséquent n'ont pas d'efficacité propre. Donc vous comprenez à travers ce premier exemple que cette écriture, qui fusionne les numéros de groupe, va nous servir à traduire d'une manière statistique les hypothèses d'égalité ou de différence de groupe que nous serons amenés à faire dans un certain nombre d'exemples. En fait, ce tableau, vous le comprenez, comprend 5 colonnes qui correspondent aux 5 scénarios que nous pouvons avoir dans cette situation, c'est-à-dire le scénario où les 3 probabilités sont supposées différentes, et dans ce cas, on verra d'un seul coup d'œil que cette hypothèse est vraiment celle d'une différence, simplement parce que les probabilités portent des noms différents, pi1, pi2, pi3. Ce sera ça notre convention. Dans l'exemple que j'ai pris à l'instant, pi1,2, pi1,2, on voit que dans le modèle M2, ici sur la troisième colonne, les symboles pi1,2 et pi1,2 sont absolument identiques pour le groupe contrôle et pour le groupe TCC, par quoi nous comprenons que la probabilité est unique et non distinguable entre ces deux groupes, ce qui revient à dire que les TCC n'apportent rien de plus que l'accompagnement hospitalier standard. Et ainsi de suite. Cette convention d'écriture, elle va être utilisée, vous allez voir, dans de nombreux contextes, dans les exercices et les exemples qui suivent. Donc, essayez de vous familiariser avec elle sur ces premiers exemples dans lesquels nous la rencontrons, parce qu'en fait, c'est une écriture qui va nous permettre de traduire des hypothèses de contraste, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, des hypothèses de contraste très, très précises. Par exemple, avec cette écriture et à partir de cette écriture, essayons de voir comment on peut traduire certains jeux de symboles en hypothèses psychologiques et essayons de voir également comment on peut traduire des hypothèses psychologiques formulées en mots en jeux de symboles avec des différences ou des égalités implicites. La question qui vous est posée ici à droite, la première question qui vous est posée dans le petit atelier, est de dire quelle hypothèse psychologique sous-tend le modèle MS ici. MS a 3 probabilités inconnues, pi1, pi2, pi3. Pourquoi l'appelle-t-on MS? MS veut dire modèle saturé. Modèle saturé veut dire que nous avons dans ce modèle mis autant de paramètres qu'il y a de groupes différents. Il est en quelque sorte
saturé en paramètres, c'est ça que ça veut dire. Il a le nombre maximum de paramètres de probabilité possibles que vous pouvez avoir dans la comparaison de 3 groupes, c'est-à-dire 3 probabilités différentes. Dans une situation à 3 groupes, vous pouvez avoir 3 probabilités différentes, ou bien 2 probabilités différentes, ou bien une seule probabilité différente. Le modèle saturé est celui qui en comporte le plus, et c'est pour ça qu'on l'appelle modèle saturé. Retenez ce vocabulaire parce que vous allez l'entendre à de nombreuses reprises dans les vidéos qui suivent. Que représente ce modèle saturé? Puisqu'il affirme que les 3 probabilités sont différentes, ça signifie qu'en particulier, dans les groupes psychothérapie, il y a des probabilités de reprise de poids qui sont différentes de la condition contrôle. Si elles sont différentes, si vous voulez bien, on va supposer qu'elles sont supérieures, tout simplement parce que la littérature scientifique sur les psychothérapies montre d'une manière générale qu'elles apportent bien quelque chose. Donc, si jamais il y a une différence, c'est plutôt dans le sens d'une plus-value qu'elle apparaît. Et par conséquent, nous allons supposer que pi2 et pi3 sont supérieurs à pi1. S'il y a une différence, si pi2 et pi3 sont en effet différentes de pi1, ça signifie que les psychothérapies apportent quelque chose. Mais ce modèle affirme en outre que pi2 et pi3 sont différents, puisqu'elles portent des noms différents dans notre convention d'écriture, ce qui signifie que les deux formes de psychothérapie n'ont pas la même efficacité, quelle qu'elle soit. Par conséquent, le modèle saturé MS affirme ces deux choses en même temps. Il y a une efficacité de la psychothérapie, et cette efficacité n'est pas la même dans les deux conditions de psychothérapie que nous avons examinées. Alors, on va traduire cette hypothèse en disant qu'il y a bien une efficacité des psychothérapies, mais qu'elle est différente selon qu'on a utilisé la thérapie cognitive comportementale ou la thérapie familiale. Maintenant, si je voulais traduire l'hypothèse, on va prendre les choses à l'envers. Je formule une hypothèse en mots et je regarde comment la traduire en jeu de contraintes d'égalité sur les probabilités. Vous allez m'entendre prononcer ces mots contraintes d'égalité assez souvent. Une contrainte d'égalité signifie qu'à l'intérieur du modèle MS, qui lui suppose 3 probabilités différentes, on peut s'amuser à poser des hypothèses d'égalité qui viennent traduire des hypothèses psychologiques spécifiques. C'est ça qu'on appelle contraindre des paramètres à l'égalité. Quelle égalité faudrait-il que j'assume pour traduire cette hypothèse selon laquelle les TCC ne sont pas efficaces? Si elles ne sont pas efficaces, les TCC, ça signifie qu'elles n'apportent rien de plus par rapport à la condition où il n'y en avait pas. Et la condition où il n'y en avait pas, c'est la condition contrôle. Par conséquent, pi2 devrait être égal à pi1. C'est ce que nous avons dans la colonne numéro 3, et c'est le modèle M2 qui vient traduire ça, traduire l'inefficacité des thérapies cognitives comportementales. Donc on va choisir ici en effet que pi1 serait égal à pi2. Soit dit en passant, cette contrainte d'égalité apparaît ici dans deux modèles, pas simplement dans le modèle M2, mais également dans le modèle M0, où ici les deux probabilités, qui s'appellent désormais pi1 de 3, mais nous allons y revenir tout à l'heure, sont également identiques. Maintenant, si je voulais traduire l'hypothèse qui en mots est formulée de la manière suivante, les thérapies familiales sont inefficaces, quelle contrainte d'égalité faudrait-il que je pose? Si les thérapies familiales sont inefficaces, ça signifie que la probabilité d'amélioration dans cette condition n'est pas différente de ce qu'on observe dans une condition où il n'y en a pas, où il n'y a pas du tout de psychothérapie, c'est-à-dire la condition contrôle. Donc ici, affirmer que la thérapie familiale n'est pas efficace revient à supposer statistiquement que la probabilité de reprise de poids dans cette condition est exactement la même que dans la condition où il n'y a pas de thérapie du tout, c'est-à-dire la condition contrôle. Pi1 égale pi3 est la contrainte d'égalité qui vient traduire l'absence d'efficacité de la thérapie familiale. Maintenant, si je veux traduire l'hypothèse selon laquelle aucune des deux formes de psychothérapie n'est efficace, il faut que j'ai une hypothèse ou un modèle plus complexe, plus complet, incluant potentiellement ici plusieurs contraintes d'égalité, c'est-à-dire à la fois pi2 égale pi1, pour traduire le fait que les TCC sont inefficaces, pi3 égale pi1 pour traduire le fait que la thérapie familiale est inefficace. Autrement dit, aucune des deux formes de psychothérapie n'est efficace. Si pi2 est égal à pi1 et si pi3 est égal à pi1, vous le notez au passage, alors nécessairement pi3 est égal à pi2. Les relations d'égalité ici sont évidemment transitives, autrement dit les trois probabilités vont être égales et il n'y aura plus qu'une seule valeur de probabilité à retenir et on va l'appeler pi1 de 3. Pi1 de 3, c'est la probabilité unique de reprendre du poids
quelle que soit la condition 1, 2 ou 3 dans laquelle on était. Et vous voyez que c'est le modèle M0 ici, dans la première colonne, qui vient traduire exactement cette hypothèse, où on observe que les trois probabilités sont absolument identiques d'un groupe à l'autre. M0 est ce modèle qui traduit les deux contraintes simultanément. Maintenant, quel modèle traduit l'hypothèse que seuls les TCC sont efficaces? Si seuls les TCC sont efficaces, ça signifie que la probabilité de reprise de poids doit être supérieure en TCC que sans TCC, c'est-à-dire en groupe contrôle. Donc ici, pi1 devrait être différent de pi2. Par contre, si c'est seulement la TCC qui est efficace, ça signifie que la TF ne l'est pas. Par conséquent, je dois avoir comme contrainte d'égalité pour traduire ce modèle pi3 égale pi1. Et si pi3 est égal à pi1, alors pas besoin de deux symboles, pi1 et pi3 pour définir le modèle, il me suffit d'un seul symbole désormais que nous allons appeler pi1,3 pour traduire cette probabilité commune et unique de reprendre du poids dans la condition contrôle et dans la condition thérapie familiale. Au final, si je maintiens la distinction sur pi2, mais si je pose l'égalité pi1 égale pi3, le modèle qui en résulte, c'est pi1,3, pi2, pi1,3, où la différence de probabilité n'apparaît que dans la condition TCC par rapport à la condition contrôle. C'est le modèle M3 qui vient traduire ce scénario. Quel modèle traduit l'hypothèse que seules les thérapies familiales sont efficaces? Par analogie, ici, si seules les thérapies familiales sont efficaces, alors ça signifie que pi3 doit être différent de pi1. Par contre, les TCC dans cette affirmation verbale ne seraient pas efficaces et par conséquent, pi2 devrait être simplement égal à pi1. Par conséquent, un seul symbole est nécessaire pour écrire la probabilité de reprendre du poids dans ces deux conditions, pi1,2, pi1,2, mais la distinction resterait sur pi3. Le modèle qui traduit cela, c'est le modèle M2 que nous avons déjà commenté tout à l'heure. Quel modèle traduirait l'hypothèse que les deux thérapies ont un impact positif de même amplitude? Si c'est un impact et qu'il existe, alors il faut nécessairement que pi2 soit différent de pi1, il faut nécessairement que pi3 soit différent de pi1. Par contre, si c'est un impact de même amplitude, alors la probabilité de reprendre du poids dans les deux conditions avec psychothérapie devrait être la même. Autrement dit, pi2 devrait être égal à pi3. L'hypothèse ou le modèle qui vient traduire cette structure particulière, c'est pi1, pi2,3, pi2,3, où on voit qu'en effet, dans les conditions de psychothérapie, il y a bien une probabilité spécifique et différente de la condition contrôle, autrement dit, une efficacité, mais que cette efficacité est exactement la même. Le contraste pi2,3, pi1 est exactement le même dans la condition TCC que le contraste pi2,3, pi1 pour la condition thérapie familiale. C'est donc M1 qui vient traduire cette structure particulière. Donc, vous avez vu comment, dans cet atelier, on peut traduire à la fois des hypothèses psychologiques formulées en mots, en hypothèses sur l'égalité ou la différence de paramètres de probabilité, et à l'inverse, vous avez vu comment, à la lecture de certains jeux de probabilité ou jeux de symboles numérotés de probabilité, on peut exprimer des hypothèses qui ont été par ailleurs formulées en mots. Des symboles aux mots ou des mots aux symboles, vous devez vous familiariser avec ces écritures pour en quelque sorte en faire un langage assez naturel. En résumé, sur ce petit atelier, on a vu ensemble trois points importants. D'une part, la définition de ce qu'on appelait le modèle saturé, qui est le modèle qui est le plus paramétré, le plus chargé en paramètres. Il y a trois groupes et dans ce modèle, on libère trois paramètres. Le modèle nul, c'est ainsi que nous allons l'appeler, noté M0, c'est celui qui impose l'absence de différence entre les trois probabilités. Vous allez voir que ce modèle-là va jouer un rôle particulier dans toutes nos analyses. C'est lui que nous prendrons comme ligne de base, comme modèle de référence pour juger que les autres modèles sont éventuellement vraisemblables ou moins vraisemblables que lui. Et enfin, dans la comparaison des modèles M1, M2 et M3, comme vous l'avez vu, deux probabilités étaient contraintes à l'égalité. Par contre, une probabilité gardait sa spécificité et sa différence par rapport à cette probabilité agrégée, en quelque sorte, sur les deux autres groupes. Au final, ça vous montre aussi que dans cette situation où nous comparons trois groupes, il n'y a que 5 modèles possibles. Il y a le modèle qui affirme que les trois probabilités sont égales, il y a le modèle qui affirme que les trois probabilités sont différentes, et entre les deux, vous avez trois modèles qui, chacun, affirment que deux probabilités sont égales,
mais qu'une probabilité garde sa distinction. Et des modèles comme cela, il y en a 3 différents au total. Cela fait 5 modèles, pas un de plus, pas un de moins, et on va apprendre à se familiariser avec ce nombre de modèles, ce comptage des modèles qui répond à une logique combinatoire particulière qu'on appelle les nombres de Bell en combinatoire. Ici, le nombre de Bell dans un sous-ensemble à 3 éléments est égal à 5. Il y a toujours 5 modèles possibles dans la comparaison de 3 groupes. Bientôt, vous apprendrez que dans la comparaison de 4 groupes, par exemple, il y a 15 modèles possibles, le nombre de Bell est de 15, et ainsi de suite. Ce nombre ne changera pas, et donc on saura à l'avance combien il y a de modèles possibles dans telle et telle situation. Nous, ce que nous allons faire, c'est simplement dérouler la méthode vue dans le cas de la comparaison de 2 probabilités seulement, en la poussant à la comparaison de tous les modèles possibles dans une situation donnée. Ici, pour traiter la question et répondre en particulier aux 2 questions qui se posent dans cette situation, l'efficacité des psychothérapies et l'éventuelle efficacité différentielle des psychothérapies, il va falloir qu'on compare les 5 modèles possibles et qu'on puisse dire lequel de ces modèles est le plus vraisemblable. Et c'est le modèle que nous conserverons qui nous aidera à conclure sur les 2 questions que nous nous posons. Nos affirmations en fin d'analyse seront purement et simplement les suppositions, les assumptions qui sont au cœur du modèle qui aura été retenu.